Paris 1995, la psychose terroriste s'installe. Comment va-t-on stopper cette vague d'attentats? Nous sommes dimanche soir et c'est Secret d'actualité. À l'instant même, nous venons d'apprendre qu'une explosion s'est produite à la station de métro Saint-Michel. Je vois des personnes blessées, du sang, de la fumée, mais je suis incapable de réagir. Sur un adhésif, on va retrouver une trace de doigt. Et là, on va nous dire cette trace appartient à M. Quelqu'un. Quelqu'un, lui, c'est l'exécutant, c'est celui qui va, si je peux dire, au charbon. Attention! Ok, c'est bon! Ils étaient en état de légitime défense à un moment donné, c'est sûr. Finis-le, c'est un peu trop. Et en tout cas, c'est pas dans la légitime défense. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Secret d'actualité. En septembre 1995, la France découvre le visage d'un jeune homme, celui de Khaled Kelkal. En pleine vague d'attentats, il est devenu le suspect numéro 1 et l'homme le plus recherché de France. 10 ans après, nous avons voulu savoir si finalement l'enquête policière et judiciaire a fait toute la lumière sur cet été meurtrier. Quel rôle a réellement joué ce jeune homme devenu ennemi public numéro 1 et comment un ou des réseaux terroristes ont pu se constituer, se préparer, bref, comment la France, et vous allez le voir, devenue l'otage du conflit algérien. Durant toute cette période, 9 actions terroristes seront menées sur le territoire. À plusieurs reprises, des bombes exploseront. Elles feront au total une dizaine de morts et plus de 200 blessés. Tous seront des victimes innocentes de cette barbarie. Parmi ces victimes, vous, Carmen Jacquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là et de mettre un visage sur ces victimes que l'on a tendance parfois à oublier. En tout cas, 10 ans après, on a voulu vous avoir avec nous sur le plateau. Merci d'être là. Vous étiez donc le 25 juillet 1995 sur le quai de la station RER à Saint-Michel. C'est ça. Oui, j'étais sur le quai du RER, j'attendais tranquillement le RER. Je rentrais chez moi après une journée de stage. Vous aviez 24 ans Oui. à l'époque. Vous avez été blessé au bras. Oui, au bras, à la tête. J'ai eu une image, la première image en fait, c'est je vois mon bras et puis j'avais une chaîne en or dans la main, ma chaîne, et je comprends pas. Donc dans un premier temps, je pensais que j'étais en train de faire un cauchemar et j'ai crié. Et là, je me suis pas réveillée. Je me suis rendu compte que c'était la réalité et j'ai paniqué. Là, à ce moment-là, j'ai paniqué. Je pense, enfin, dans mon souvenir, je suis partie dans tous les sens. Et quand quelqu'un est venu me chercher, je pense, je sais pas si c'était un pompier ou un policier, il y avait une personne à côté de moi. Et je l'ai agrippé et je lui ai demandé surtout de ne pas me lâcher, de rester avec moi. Donc je pense que j'étais dans un désarroi tel que j'avais besoin de quelqu'un près de moi. Je pensais à ma famille, je pensais à ma mère. Et j'avais besoin de me raccrocher à la vie avec quelqu'un, quoi, en fait. Le pire peut-être aujourd'hui encore, 10 ans après, il y a eu ces blessures physiques. Ouais. C'est cette blessure morale du fait que vous n'ayez pas encore toutes les pièces. Oui, c'était une vraie blessure morale parce que 3 ans, enfin, au départ, je voulais à tout prix savoir. Après, bon, j'ai essayé de me faire à l'idée que je ne saurais pas ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de continuer à chercher. Et 3 ans après l'attentat, les cauchemars sont à nouveau venus me tourmenter la nuit. Je me suis dit que ma mémoire était en train de revenir. Et donc, j'ai eu très peur aussi parce que c'est vrai que de ne pas savoir, ça torture. Mais de savoir et d'avoir vu, ça torture aussi beaucoup les victimes. J'ai eu l'occasion de parler avec des victimes qui m'ont dit, mais tu n'as rien vu, tu n'as pas vu de blessés. C'est bien pour toi parce que nous, on a vu et on s'en remettra jamais. Et ces images, vous ne voulez pas les revoir, vous le refusez. En tout cas, ce soir, vous ne verrez pas le document qu'on va diffuser. On vous l'a bien évidemment raconté, mais vous ne verrez pas ces images. Vous avez dit en préparant cette émission que vous aviez trouvé terriblement injuste de vous retrouver là, à 24 ans, et d'être une victime
innocente de quelque chose comme ça? Ben oui, parce qu'en fait, nous étions tous des gens ordinaires qui rentrions chez nous après une journée de travail ou des gens qui revenaient de vacances. Et comme ça, du jour, en l'espace de quelques secondes, les vies sont brisées. Il y a des gens qui s'en remettront jamais. Il y a des gens qui sont plus là. Il y a des gens qui ne sont plus là aussi. Et des gens de mon âge qui ne sont plus là. Et ça m'a beaucoup bouleversée pendant longtemps parce que j'ai développé un sentiment de culpabilité, en fait, d'être en vie, alors que des gens de mon âge étaient partis. Voilà. Alors on va vous retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission pour nous parler d'aujourd'hui, comment vous vivez les choses aujourd'hui. Juste, est-ce que vous avez cherché à voir ces visages, à savoir qui était derrière tout cela par la suite? Oui, très rapidement. En fait, la nuit que j'ai passée à l'hôpital, j'ai absolument pas dormi parce que j'avais besoin de savoir ce que c'était, parce que je savais pas si c'était un attentat, un accident. Je pense que je ne pensais pas à un attentat, en fait. Et j'ai tout de suite eu besoin d'informations. J'avais dit à mes proches de m'apporter des journaux, de m'apporter la radio, et ce qu'ils ont refusé de faire pour me protéger. Mais c'est vrai que très vite, j'ai eu besoin de savoir qui, pourquoi, comment. Et, parce que moi, j'ai eu cette réflexion très rapidement en indiquant que mon pays était en guerre et je ne le savais pas, en fait. Voilà. Alors qui, pourquoi, comment? Vous venez de le dire, 10 ans après, c'est ce qu'on va tenter de comprendre, nous, pour les téléspectateurs, de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Retour à l'été 95, comment la psychose s'est installée en France, comment un jeune homme de la banlieue lyonnaise a sombré dans l'action terroriste. Enfin, l'enquête a-t-elle levé toutes les zones d'ombre qui entourent cette vague d'attentats meurtrières? Document signé ce soir Sophie Le Gall, Mathieu Lair et Pascal Crampon. 11 juillet 1995, en plein cœur de Paris, un homme vient d'être assassiné. Il s'agit de l'imam Sahraoui, abattu dans sa mosquée à la fin de la prière. Les policiers pensent alors à un simple règlement de compte entre islamistes. En fait, il s'agit de la première victime d'une des vagues d'attentats les plus meurtrières qu'ait connue la France, celle de l'été 95. Certes, on ne le savait pas sur le moment, mais le coup d'envoi a été, en quelque sorte, l'assassinat du cheikh Sahraoui. Une action terroriste qui s'est déroulée, en réalité, dans un laps de temps très court. Et l'été 95, on pourrait dire, ça a été l'été meurtrier. L'attentat de Villeurbanne, les policiers... Nouvel attentat à Paris, place de l'Étoile. On apprend à l'instant qu'une charge explosive contenue dans un colis suspect... Attentat au cœur de Paris, cet après-midi à la station Saint-Michel. Il y avait une bombe sur la voie du TGV Lyon-Paris. Les Parisiennes et les Parisiens soient vigilants et s'ils voient quelque chose d'anormal, ils doivent le signaler au commissariat de leur quartier. On est en guerre. C'est la guerre des temps modernes. Et je peux vous dire que le gouvernement est déterminé. Les gens n'osent plus aller au spectacle, ils n'osent plus aller au restaurant, ils n'osent plus prendre le métro. Ceux qui vont travailler, qui sont obligés de le prendre, ils vont en tremblant. Enfin, il y a un impact énorme. Celui qui incarne cette vague d'attentats, Khaled Kelkal, âgé de 24 ans, sera traqué durant plusieurs semaines par toutes les polices. Il veut commettre le djihad en France tel que on le lui a dit, parce qu'il a été choisi. Les forces de gendarmerie se sont rapprochées et là, c'est là où on entend finis-le, et la fusillade redémarre. Ok, c'est bon. Est-ce que c'était un ordre de commandement, finis-le, ou est-ce que c'était, dans l'action, une phrase qui a été prononcée? Nous allons vous raconter le parcours de ce jeune de banlieue, recruté pour terroriser la France. Été 1995, la capitale est envahie de touristes. C'est l'insouciance qui règne. Seuls certains services de renseignement sont en alerte. Depuis quelques semaines, des rumeurs d'attentats circulent dans Paris. La vague d'attentats de 95, elle démarre par un attentat particulièrement meurtrier dans le RER Saint-Michel. 7 morts, des dizaines de blessés. Un attentat de cette violence, il y avait tout lieu de penser que l'opération dont on nous menaçait, les opérations dont on menaçait la France venaient de débuter dramatiquement.
25 juillet 1995, il est 17h26. Jacqueline Moreau rentre chez elle. Comme tous les soirs, elle avance sur le quai de la station Châtelet-Les Halles pour prendre le RER de la ligne B. Je suis montée dans la station Châtelet et je me suis assise et je me suis mis à lire. Prochain arrêt, la station Saint-Michel. Jacqueline Moreau vient de prendre place dans un train qui transporte une bombe, mais aucun passager ne remarque à ce moment-là la présence d'un sac sous un fauteuil. Un sac à dos contenant une bonbonne de gaz et 6 kilos de poudre noire. RER Saint-Michel, Carmen, elle aussi, vient de finir sa journée de travail. Elle marche tranquillement sur le quai et attend son train. Il y avait un petit peu de monde, il faisait chaud et je me souviens d'avoir vu des enfants avec des parents qui revenaient certainement, les enfants revenaient certainement de vacances, il y avait des bagages. Le train entre alors dans la station Saint-Michel. C'était l'heure où il y a du monde, c'était l'heure où c'était le plus dangereux. Il est 17h30. Dans la voiture, on estime qu'il y avait entre 120 et 150 personnes, on ne saura jamais exactement. Le train poursuit sa course lorsque la bombe explose. J'ai entendu un gros bruit, les lumières se sont toutes éteintes. Je reçois la porte de communication sur le dos. Je me souviens de gens qui courent partout, de fumée. Je me souviens avoir eu très peur de la fumée, d'être intoxiquée. Et dans ma tête, je me dis, il faut que je sorte de là. Je pensais que j'étais en train de faire un cauchemar. Et j'ai vu mon bras qui était blessé. Et là, j'ai crié. J'entends les gens qui crient et qui évacuent le wagon par les fenêtres parce que les portes sont bloquées. Quand je vois les autres partir, je fais pareil. Et je crie, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Une femme m'a raconté par la suite en fait qu'elle voyait les gens arriver un petit peu comme des zombies, le regard complètement hagard, et elle m'a vu arriver comme ça. Les secours sont sur place en quelques minutes. À son arrivée, Philippe Delpech, le coordinateur des équipes du SAMU, découvre l'ampleur du désastre. J'ai simplement pénétré dans le wagon quelques dizaines de secondes, on va dire, le temps de compter le nombre de corps sans vie. Et très rapidement, j'ai pu constater qu'il y avait effectivement 3 morts et une petite quinzaine de blessés graves. Ce sont précisément ces blessés graves que les médecins du SAMU tentent de réanimer sur le quai de la station Saint-Michel avant de les évacuer vers les hôpitaux. Je vois des gens assis par terre, les jambes ensanglantées, d'autres allongés. Moi j'ai vu une personne qu'on était en train d'essayer de ranimer. La première image, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je voyais même plus que c'était un corps humain, voyez-vous, alors qu'en fait c'était bien un corps humain, mais c'était tellement inimaginable que il m'a fallu peut-être 1 seconde ou 2 secondes pour me dire, mais oui, c'est bien une dame qu'on est en train d'essayer de sauver. Moi, j'ai toujours des images atroces dans la tête. Je vois notamment les services du SAMU procéder sur le quai même à des opérations et à des amputations de blessés.
Donc ça, ce sont des images qu'il est difficile d'oublier. En surface, énormément de blessés légers erraient un peu sur les quais Saint-Michel, et j'ai demandé à un officier de police de réquisitionner un café de manière à rassembler toutes les victimes qui pouvaient être trouvées dans les environs immédiats. Un hôpital de campagne s'improvise, le plan rouge est déclenché, les blessés sont soignés par ordre de priorité, les plus graves sont aussitôt évacués par hélicoptère vers les hôpitaux les plus proches. Les médecins et les infirmières qui se sont occupés de moi tout de suite, dès mon arrivée, m'ont dit, vous savez, on est médecin, on a l'habitude de voir des gens blessés, mais ça, on ne l'accepte pas. Et je ne savais pas ce que c'était, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et je pense que c'est là qu'on m'a certainement dit que c'était un attentat. Un attentat en plein cœur de Paris, faisant 8 morts et 114 blessés. Jacques Chirac, président de la République, et Alain Juppé, Premier ministre, se doivent de réagir vite. L'enquête va évidemment se poursuivre et nous serons même de vous donner plus d'informations, je pense, dans les heures qui suivent. Seulement l'enquête policière démarre sans le moindre indice. Il y a tout d'abord un doute, car d'une part, il n'y a aucune revendication et la facture de la charge explosive n'est pas encore connue. 2 pistes offraient à nous. La piste serbe, extrême droite très radicale. On était à ce moment-là également dans une situation assez tendue en relation avec la Bosnie. Ou la piste algérienne. Mais rien ne pouvait confirmer ni l'une ni l'autre. On était au début d'une série d'actions. Les policiers sont tellement désorientés que Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, décide dès le lendemain de faire appel aux Français. J'ai décidé qu'une somme de 1 million de francs serait offerte à toute personne qui nous fournirait des éléments permettant l'identification et l'arrestation du ou des coupables. Jean-Louis Debré convoque tous les services de police place Beauvau et même s'il ne dispose d'aucune piste, le ministre veut montrer que les autorités mettent tout en œuvre pour arrêter les coupables. Il réunit bien sûr une réunion de crise et nous demande des orientations de travail. Il veut procéder, si mes souvenirs sont bons, à des interpellations immédiates. On lui demande d'attendre un petit peu, car on sait qu'il va y avoir d'autres attentats dont les signatures nous permettront de progresser. Nouvel attentat à Paris, une bombe explose dans une poubelle, place de l'Étoile, 16 blessés, dont 3 dans un état grave. L'engin était composé d'une bonbonne de gaz remplie de clous et de boulons. Ce deuxième attentat n'est suivi d'aucune revendication et n'amène aucun élément. Mais face aux médias, le Premier ministre se veut malgré tout rassurant. Je ne pense pas non plus qu'il faille perdre tout à fait son sang-froid et parler de spirale. C'est le deuxième attentat, moins grave que le précédent, qui a touché malheureusement beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers. Il y a un tollé au niveau opinion publique, plus personne ne prenait déjà les transports en commun, donc parce qu'il y avait une crainte. Le tourisme commençait à dégringoler au niveau parisien. La pression a été considérable, venant de l'opinion, venant des autorités politiques, bien évidemment, et c'est légitime, bien sûr. Et puis, la pression, nous la créions nous-mêmes. Je dois dire que nous étions à un degré de mobilisation extrême. 2 jours plus tard, une lettre parvient à l'Élysée. Elle est adressée à Jacques Chirac en personne. Elle éclaire les enquêteurs sur les éventuels commanditaires de ces attentats. L'émir du GIA à Jacques Chirac, président de la France. Embrassez l'islam et vous aurez la paix. Prenez garde de prendre à la légère ce message, nous vous en demanderons des comptes devant Dieu. Nous sommes dans l'attente d'une réponse à cet appel dans un délai qui ne doit pas excéder 3 semaines. Ces actes terroristes seraient donc l'œuvre du GIA, le groupe islamiste armé, qui s'était créé en Algérie 3 ans plus tôt. 1992, les islamistes gagnent haut la main les élections en Algérie. Les militaires au pouvoir décident de les annuler et de rester en place. Le GIA apparaît alors
et va mener une lutte sans merci contre les autorités. L'Algérie sombre dans la guerre civile. Une guerre civile qui ne va pas tarder à s'exporter sur le territoire français. À l'époque, c'était le GIA qui avait décidé de punir la France pour sa participation, enfin en tous les cas son appui au gouvernement algérien. L'explication est plausible, mais des éléments troublent certains magistrats antiterroristes comme Patrick Lalande. D'autres écrits signés du GIA parviennent au procureur et le style et les tournures sont si différents qu'il se demande qui en sont les vrais auteurs. Communiqués remettant systématiquement de l'huile sur le feu ou des communiqués extrêmement outranciers, tellement outranciers, et pourtant Dieu sait si les groupes islamistes en étaient familiers, qu'on pouvait se demander si ça venait pas d'une autre origine. Et c'est bien certain qu'en premier, on ne pouvait pas ne pas penser au service algérien. L'hypothèse, c'est que la sécurité militaire algérienne manipule des gens du GIA, leur fait commettre des attentats, et puis après, on jette l'opprobre sur le GIA. De cette manière, les militaires algériens diaboliseraient le GIA et continueraient de s'assurer le soutien de la France. Une hypothèse qui commence à circuler dans les milieux de l'enquête, au point que le ministre de l'Intérieur se pose lui-même des questions. Place Beauvau, quelques semaines plus tard, Jean-Louis Debré organise un déjeuner avec des éditorialistes, parmi eux Dominique Gerbaud. Durant le repas, le ministre leur fait une révélation. On comprend de manière assez explicite que le ministre de l'Intérieur français avait des doutes sur le rôle des autorités algériennes et de la police algérienne. Et il nous a fait passer le message selon lequel cette police algérienne était au courant. Et deux, et c'est en cela que c'était le plus original, qu'elles pouvaient bien être les instigatrices, ces polices algériennes, je dis ces polices algériennes, voire même au pluriel, instigatrices de ce qui s'était passé pour déstabiliser l'État français. Le journaliste décide d'en parler dans un de ses éditos, qui est aussitôt repris en une du quotidien Le Monde. L'information fait du bruit, mais Jean-Louis Debré dément. Est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce qu'il s'est fait taper sur les doigts par le chef de l'État après? Je n'en sais rien. Pendant quelques jours, il a essayé, par son service de presse, de démentir. Mais quand je leur ai dit que j'étais prêt à leur donner mon carnet de notes et que d'autres journalistes qui étaient présents, au moins un, a confirmé qu'il avait entendu la même chose, bon, l'affaire a vite été entendue et le ministre n'a pas cherché à démentir au-delà. En tout cas, plus aucun responsable français ne mettra officiellement en cause le pouvoir algérien. C'est la piste GIA qui sera privilégiée par les enquêteurs. Reste encore à arrêter les poseurs de bombes. Pour l'heure, la police n'a pas l'ombre d'un début de piste. Fin août, début septembre, la série noire continue. Une tentative d'attentat sur la ligne TGV Lyon-Paris et 2 attentats dans la capitale faisant 4 blessés, tout cela en moins de 10 jours. La campagne terroriste a débuté depuis 6 semaines et les enquêteurs n'ont toujours aucun suspect dans le collimateur. La situation est critique, alors le chef de l'État vient à la télévision renouveler sa confiance aux policiers. Je voudrais, si vous le permettez, rendre 2 hommages. Le premier, c'est à l'ensemble des forces de l'ordre, notamment la police, la gendarmerie, qui, à l'évidence, on le voit sur le terrain, marchent tous dans le même sens. Contrairement à ce que dit Jacques Chirac, un service de police ne va pas coopérer, au point de tenir secret une information capitale pour l'enquête. Une fois de plus, un service de police veut essayer de se garder éventuellement la primeur de l'interpellation et même de l'enquête. 5 septembre 1995, la police scientifique fait une trouvaille déterminante. Sur la bombe de la ligne TGV Lyon-Paris qui n'a pas explosé, une empreinte est retrouvée. L'indice prépondérant à un moment donné, c'est l'empreinte de quelqu'un.
C'est quelqu'un qui était allé en prison, c'est pour ça que son empreinte digitale était connue. Pourquoi? Parce qu'il avait volé des voitures, fait des trafics de fourrure, me semble-t-il, de mémoire, des trafics divers. La 6e section de la PJ, en charge de l'antiterrorisme, en est informée. Mais au lieu de diffuser immédiatement l'identité de ce délinquant lyonnais, elle reste dans un cercle restreint. Mais ils avaient gardé ça pour eux, sous couvert d'un haut fonctionnaire de la police nationale, donc au minimum un directeur au ministère de l'Intérieur, et d'un des magistrats antiterroristes. Il y a 3 personnes qui savent qu'il faudrait aller le chercher. Et qui ne communiquent pas ça aux autres services. Donc les autres services, ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas aller le chercher. Point barre. Pour Claude Guéant, alors directeur général de la police nationale, il s'agissait en fait d'une stratégie mûrement réfléchie. Le choix a été fait de façon délibérée. Je l'ai proposé personnellement et je l'assume complètement au ministre de l'Intérieur parce qu'il nous semblait qu'il était indispensable de rassembler le maximum d'éléments de certitude sur les interpellations à conduire. Nous ne pouvions pas lancer des opérations à la sauvette et donc à l'aveuglette en risquant que les responsables, les coupables informés s'éloignent, disparaissent dans la nature. Seulement le surlendemain, une école juive de la banlieue lyonnaise est la cible d'un attentat. Bilan 14 blessés. Quelques minutes près, on aurait pu avoir un drame encore plus épouvantable. Par chance, la bombe a explosé avant la sortie des classes. Si la sonnerie de l'école n'avait pas retardé de quelques minutes, l'attentat aurait pu être meurtrier. Se pose alors la question, la diffusion de la photo de Khaled Kelkal aurait-elle pu empêcher ce 7e acte terroriste? Si on communique à la police judiciaire de Lyon l'identification de Kelkal, on peut s'imaginer que Kelkal est serré et l'attentat de Villeurbanne, il n'a jamais lieu. Voilà. Cette polémique suscite quelques remous dans les plus hautes sphères de l'État. Jacques Chirac, qui félicitait 5 jours plus tôt les services de police, décide publiquement de les rappeler à l'ordre. Nous ne gagnerions pas, permettez-moi le mot, cette guerre contre ces terroristes, sans qu'il y ait une parfaite harmonie, une parfaite cohérence de notre action. Et que par conséquent, les querelles traditionnelles de chapelle que l'on peut voir ici ou là, et que l'on... Vous les avez vus, ces querelles s'installer là. Tout ça, ça fait un peu désordre. Est-ce qu'il y a cette organisation que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes pleinement satisfait? Comme vous le dites, ça fait un peu désordre. Bon, je crois que le coup de gueule était nécessaire. Il a été reçu 5-5 fort éclair et il n'y a eu aucun problème par la suite. Là, il aura fallu que ce soit Jacques Chirac lui-même qui dise bon, allez, ça fait un peu désordre, etc. Bon, ben voilà, ça prouve que personne en dessous de lui n'a encore pris cette initiative. L'identité de Khaled Kelkal ne peut plus rester secrète. Son avis de recherche est placardé sur tous les murs de France. Les faits de Villeurbanne, ça c'est quelque chose qui va, j'allais dire, en faire une priorité nationale. Hein. C'est un peu le sens de cette diffusion de la photo. Donc on la sort, et on la sort à 170 000 exemplaires. À partir de ce moment-là, Kelkal devient autre chose. C'est une autre dimension, c'est l'ennemi public numéro 1. Car celui qui était jusque-là connu par la police comme un petit délinquant a en réalité été recruté par le groupe islamiste armé, le GIA. Et cela en moins de 2 ans. Rien ne prédestinait Khaled Kelkal, âgé de 24 ans, à devenir l'homme le plus recherché de France. C'était quelqu'un de très calme, c'était quelqu'un de très doux. À un moment de sa vie, il y a eu une cassure, et puis que d'autres, venus d'ailleurs, l'ont manipulé à leur guise. Cette exclusion, cette révolte s'est traduite par des attentats. Il a basculé dans la violence. C'est à Vaux-en-Velin,
dans une cité de la banlieue lyonnaise, que Khaled Kelkal grandit. Ses enseignants gardent le souvenir d'un enfant timide, mais plutôt épanoui. Moi, je me souviens surtout de lui, c'était de son sourire, sa gentillesse avec ses camarades, en cours de récréation et en sport. Kelkal était plutôt un enfant intelligent, puisqu'il travaillait facilement. Il était, oui, plutôt intelligent. Il n'avait pas besoin d'aide spéciale, il se suffisait à lui-même. Khaled Kelkal réussit si bien à l'école qu'il est admis en seconde dans un lycée UP du centre de Lyon. L'adolescent, qui n'avait connu jusque-là que l'univers des cités, découvre alors un autre monde dont il se sent exclu. Il se sentait mal parce que, si vous voulez, le lycée de la Martinière, c'est quand même une classe bourgeoise, petit bourgeoise, dirais-je. Tous les élèves sont issus d'un milieu social quand même aisé, quoi. N'habitant pas les banlieues de l'Est lyonnais, plutôt les banlieues de l'Ouest lyonnais. Khaled Kelkal était l'un des seuls maghrébins dans sa classe. Et là, il s'aperçoit que sa condition d'enfant de la deuxième génération, dans une banlieue dite défavorisée, ne lui permet pas d'accéder en toute égalité aux mêmes chances que les autres. Et c'est là où il y a ce sentiment de rupture, et il bascule dans la délinquance au droit commun. C'est ce que 3 ans avant les attentats, Khaled Kelkal confiera à Diet Marloche, un sociologue allemand venu l'interroger sur l'intégration dans les banlieues. J'avais les capacités de réussir, mais j'avais pas ma place parce que je me disais l'intégration c'est impossible. Je commençais à ne plus aller en cours, on a volé et on a commencé à traîner. Quand vous volez, vous vous sentez libre parce que c'est un jeu, où on perd, où on gagne. À 19 ans, Khaled Kelkal perd. Il est arrêté pour un casse à la voiture bélier. Il écope d'une peine particulièrement lourde, 4 ans de détention. On l'a châtié, pour moi c'est du châtiment, quoi, parce qu'une peine de 48 mois ne se justifie pas. Il n'y a pas eu de compréhension. Et lui, il le vivait mal, justement? Il le vivait très très mal. Khaled Kelkal est incarcéré à la prison Saint-Paul de Lyon. Il va en sortir transformé, car c'est là qu'il découvre l'islam. Ahmed était détenu dans le même bâtiment que Khaled Kelkal. Il se souvient à l'époque de l'ambiance très religieuse qui y régnait. Tout le monde, je veux dire, a connu ces cassettes un petit peu qui circulaient, tous ces bouquins qui circulaient, tous ces postes cassettes en 91, 92 qui étaient mis donc aux fenêtres des cellules à Font-les-Ouates, et puis avec des prêches venant du Moyen-Orient, d'Afghanistan. Voici ce que Khaled Kelkal raconte aux sociologues sur son apprentissage de l'islam en prison. J'étais avec un musulman en cellule. Là, j'ai appris l'arabe, j'ai bien appris ma religion, l'islam. J'ai appris une grande ouverture d'esprit en connaissant l'islam. C'était pas un radical né, mais quand vous vivez avec des gens où 24 heures sur 24, ça discute du matin au soir que de ces sujets-là, donc c'est un petit peu un lavage de cerveau, quoi. Donc il est mûr pour passer à l'acte dès sa sortie de prison. En 1992, Khaled Kelkal retourne dans sa cité. Il fréquente alors les milieux religieux. C'est là qu'il est approché par un recruteur de la cause islamiste algérienne. Voyant ce jeune paumé un potentiel, l'homme décide d'envoyer Khaled Kelkal à Bruxelles pour le présenter au chef du GIA en Europe, un certain Ali Touchent. Ali Touchent va tout de suite considérer que Kelkal, et ça fait Bourada qui le dit, il va considérer que Kelkal est quelqu'un qui va pouvoir utiliser mieux que les autres. Il est plus professionnel peut-être. Voilà, je pense qu'il le considère comme quelqu'un de plus professionnel. Ali Touchent veut le tester. Il confie alors à Khaled Kelkal plusieurs missions délicates dans son pays d'origine. On sait aussi qu'il sera envoyé à plusieurs reprises en Algérie, manifestement pour porter soit de l'argent, soit des armes ou des documents. Et à chaque fois, il en est revenu hyper islamisé. Mais Khaled Kelkal ne laisse rien paraître. Sa famille ne voit aucun changement dans son comportement. Il reste le petit frère qu'il a toujours été. S'il avait été vraiment intégriste, il aurait quand même laissé apparaître au moins quelques sentiments, justement.
Jamais, jamais il m'a dit, Fouzia, oui, tu dois faire la prière, ou Fouzia, mets le tchador. Jamais. Moi, je sortais, il me disait rien du tout. Je me ramenais à 2 h du matin. Ou jamais il m'a fait une réflexion. Si petite soit-elle, jamais mes petites sœurs non plus. Sa mère, sa propre mère. Jamais. À cette époque, seule sa petite amie perçoit sa radicalisation, comme elle le racontera quelques années plus tard aux enquêteurs. À son retour, il n'était plus le même. Il était devenu fanatique de la religion. Il disait que la France nous avait tourné la tête. Il disait que la guerre avait déjà commencé dans les bleds au pays. Il voulait que les choses changent, qu'il fallait bien commencer à faire quelque chose. En mai 1995, 2 ans après sa rencontre avec le chef du GIA, Khaled Kelkal est idéologiquement prêt. Ali Touchant peut enfin dévoiler aux petits délinquants ses réelles intentions, commettre des attentats en France. Il y a le moment où Ali Touchant va leur dire maintenant il faut passer à l'étape supérieure. Et alors certains d'entre eux comprennent à ce moment-là ce qu'on attend d'eux et vont renoncer. Alors que Kelkal, apparemment, lui, ne renonce pas. Fin septembre 1995, cela fait maintenant 3 semaines que toutes les polices sont aux trousses du fugitif. Les fausses pistes se multiplient. Madame, monsieur, bonsoir. Peut-être une nouvelle piste dans l'enquête sur les attentats en France. Khaled Kelkal, recherché par toutes les polices pour la tentative d'attentat du TGV Lyon-Paris, a été filmé par une caméra de surveillance dans un magasin parisien. Nouvelle perquisition policière dans les milieux islamistes en région parisienne, mais aussi à Grenoble, où les policiers sont toujours sur les traces de Khaled Kelkal. L'homme semble insaisissable. En fait, il est caché à moins de 15 km de Lyon, au col de Malval, une forêt bien connue des promeneurs du dimanche. Ils avaient, entre guillemets, reçu l'ordre ou l'instruction de gagner la montagne. Calqué, assez stupidement d'ailleurs, sur ce qui se produisait en Algérie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un terroriste était identifié en ville, il devait rejoindre les maquis, ce qui évidemment, sur le territoire français, n'a pas du tout le même caractère que sur le territoire algérien. Khaled Kelkal n'avait sans doute pas réalisé qu'à la différence du maquis algérien, les forêts françaises seraient très fréquentées en automne. 27 septembre, 2 ramasseurs de champignons se baladent tranquillement lorsqu'ils découvrent un spectacle pour le moins inhabituel. L'attention avait été appelée par un cueilleur de champignons sur 2 types qui semblaient camper en effet militaire dans les monts du Lyonnais. Intrigués, les promeneurs alertent aussitôt la gendarmerie. Lorsque les gendarmes sont arrivés, ils ont trouvé une personne qui était là encore couchée. Celui-ci s'est levé tout naturellement. Le personnage en question fait mine de se retourner, d'aller vers son sac pour prendre ses papiers ou quelque chose. Et au lieu de sortir ses papiers, il a tiré sur les gendarmes. J'ai vu passer une ombre à une distance difficile à dire, mais au moins une 30aine de mètres. Le deuxième homme, qui jusque-là était caché, en profite pour s'enfuir. Il y a eu un échange de tirs qui a duré pas loin d'une demi-heure, je crois. Finalement, les gendarmes réussissent à neutraliser leur adversaire. Ils découvrent son identité, il s'appelle Karim Koussa. C'est le meilleur ami de Khaled Kelkal. Dans le sac à dos trouvé à ses côtés, les gendarmes découvrent l'arme qui 2 mois plus tôt a déclenché la vague d'attentats. Alors on trouve effectivement des armes, et en particulier le fusil à pompe qui a servi à l'attentat contre l'imam Sahraoui. L'assassinat de ce religieux, connu pour ses positions pacifiques, était resté jusque-là non élucidé. Nous avions donc là, pour la première fois, un lien entre les 2 choses et un éclairage de l'attentat contre l'imam. À quelques mètres de là, une autre patrouille de gendarmes arrête 2 individus dans une voiture venus ravitailler Khaled Kelkal. Eux aussi sont ses amis. Désormais, les gendarmes ont une certitude, la silhouette aperçue dans la forêt ne peut être que celle de l'ennemi public numéro 1. La chasse à l'homme est ouverte, elle va durer 58 heures.
En très peu de temps, un périmètre de sécurité se met en place. Le col de Malval est en état de siège. Un dispositif de guerre, hein, avec énormément d'effectifs, du gros matériel, du matériel lourd, des patrouilles, des chiens, sans doute des repérages par hélicoptère, voire par avion. Allez à l'avant. Et alors là, battu monstre, 800 gendarmes et flics sur le terrain. Enfin, il y avait du monde vraiment de partout et on voyait arriver des convois sans arrêt. On aurait pu penser à un ratissage de Djebel pendant la guerre d'Algérie, oui. Des barrages filtrants sont installés sur toutes les routes. Aucune voiture n'échappe au contrôle des gendarmes. Même la nuit, les battues se poursuivent, sans résultat. Après 48 heures de traque, Khaled Kelkal reste introuvable. Le premier jour et le second, je pense qu'il n'a pas pu sortir. Bon, le troisième, je commence à m'inquiéter. Pourquoi ? Parce que un homme tout seul sur une aussi vaste zone a quand même, s'il est un peu entraîné et un peu sportif, je pense qu'il avait des possibilités de s'échapper. Au troisième jour de recherche, les autorités commencent à perdre espoir et décident d'alléger le dispositif. La troupe d'élite de la gendarmerie plie bagage. Le GIGN est obligé de quitter la zone parce qu'il est appelé sur d'autres missions. Et c'est donc un élément important quand même du dispositif qui s'en va. La gendarmerie a perdu ses meilleurs hommes. Pourtant, Khaled Kelkal se cache toujours dans la forêt et il va bientôt en sortir. Quelques heures plus tard, la démobilisation se fait aussi sentir chez les journalistes. Devant la gendarmerie, il ne reste plus que Michel Fine et Laurent Guisset. Doit être, je sais pas, 19h, on va traîner. Et là, je vois 3 gendarmes en courant qui montent dans une Jeep. Et à ce moment-là, on a vu repartir de nouveau un convoi avec 3 ou 4 véhicules qui sont partis rapidement. Les journalistes ignorent à ce moment-là que les gendarmes viennent de recevoir un appel. Une habitante leur signale la présence d'un homme qui correspondrait à Khaled Kelkal à un arrêt de bus du petit hameau de Maison Blanche. Au moment où on a tourné, on s'est aperçu que les gendarmes s'étaient arrêtés sur la droite de la route, une sorte de petit parking. Ils sont arrêtés, ils sont en train de descendre de la voiture. On se dit, ils s'arrêtent pour rien, ça sert à rien. Je tourne la tête à gauche et là, je vois un type en treillis avec une arme. Ça paraissait quelque part martien, alors qu'il avait réussi pendant 3 jours à se cacher, et que là, finalement, il était à l'entrée du périmètre, mais absolument pas caché, à l'arrêt de bus, comme quelqu'un qui attend le bus. Les journalistes s'empressent de se garer quelques mètres plus loin. Ils ont à peine le temps de sortir de leur voiture. Khaled Kelkal dégaine son arme. Je le vois tirer en direction des gendarmes. Je me rappelle encore la flamme qui sort du pistolet. On entend dans notre dos à ce moment-là des cris, enfin en tout cas des paroles entre les deux côtés. Et la fusillade démarre très très vite. À ce moment-là, on sort du véhicule à plat ventre en se protégeant parce que ça se met vraiment à tirer beaucoup. On entend une première fois, enfin, halte au feu, halte au feu. Et là, effectivement, il y a un moment de silence. Moi, j'avais ma caméra avec moi à ce moment-là et c'est là où j'ai commencé à tourner les images. Et puis, les forces de gendarmerie se sont rapprochées de la personne qui était à terre à ce moment-là. Et là, la fusillade redémarre. Attention! Ok, c'est bon! C'est bon, c'est réglé. Attends, bouge pas. Non, bouge pas. Bouge pas. Nico Derrick.
Il est 19h45. Khaled Kelkal vient d'être tué par les membres de l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale. Mais dans quelles conditions le jeune terroriste a-t-il été abattu? L'extrait vidéo au ralenti montre Khaled Kelkal levant son arme en direction des forces de l'ordre. Derrière lui, un gendarme tire la dernière balle mortelle. Le soir même, le procureur de la République parle de légitime défense. J'insiste sur le caractère de légitime défense qui a été fait qui a été constaté, et sur le fait qu'il y a un certain nombre de témoins qui permettront de faire toute la clarté sur cette affaire. Seulement quelques jours plus tard, un nouvel élément va remettre en cause la thèse de la légitime défense et même laisser penser que Khaled Kelkal aurait été exécuté. Il s'agit d'un enregistrement sonore que nous nous sommes procuré. On y entend un gendarme donner un ordre très clair. Finis-le, finis-le! La vidéo commence juste après que ces mots aient été prononcés. Finis-le, finis-le! Attention! Ainsi, ces quelques mots prononcés avant que Khaled Kelkal brandisse une dernière fois son arme vont laisser penser que le gendarme n'aurait pas tiré parce qu'il se sentait menacé, mais parce qu'il exécutait un ordre qui venait de lui être donné. Mais moi, je me dis, ils n'ont pas essayé de l'avoir vivant non plus. Ils auraient pu faire un effort, c'était des spécialistes, soi-disant. Mais moi, pourtant, je ne suis pas spécialiste, mais je me dis, encerclez-le et puis petit à petit, faites un filet. Ils auraient pu le mobiliser en lui tirant dans les jambes. C'est ce que j'aurais souhaité, moi. Ceux qui avaient des blessures gravissimes dans les jambes, ils ne pouvaient plus bouger. Donc il suffisait d'attendre, je veux dire, il n'y avait pas une situation de menace directe, donc on pouvait l'interpeller. Une hypothèse plausible à la lecture du rapport d'autopsie que nous nous sommes procurés. Le corps de Khaled Kelkal est criblé de 15 impacts de balles, aucun dans des centres vitaux. Seule la dernière balle tirée après les paroles « finis-le » est meurtrière. Cette balle, d'un très gros calibre, a été tirée en pleine tête. Attention! Les gendarmes avaient-ils reçu l'ordre d'éliminer Khaled Kelkal ou l'ont-ils tué sous le coup de la panique, dans le feu de l'action? Le général Laurent, qui commandait les opérations, est catégorique. Il ne s'agissait en aucun cas d'un ordre de commandement. Il n'était pas question d'abattre Kelkal. À aucun moment il n'a été envisagé de le faire. À aucun moment une mission de cet ordre n'a été confiée à quiconque. Il ne s'agit pas, en aucun cas, dans nos missions habituelles, de tuer d'assassiner en quelque sorte. Bien sûr que c'est quelque chose qui ne peut être que prononcé dans le feu de l'action. Naturellement. Sauf que là, il y avait des journalistes pour l'enregistrer. Ça fait un peu désordre. L'escadron de parachutistes qui est intervenu sur place est alors mis en cause. Ces militaires sont rarement habilités à gérer seuls ce type de mission sensible. C'est vrai que l'unité qui était présente au moment de la tentative d'interpellation de Kelkal n'était pas une unité entraînée à la gestion des situations délicates. Ce n'est pas des services de gendarmerie qui ont pour objectif l'arrestation, hein, ce n'est pas l'objectif premier. En tout cas, ce qui est certain, moi j'en suis absolument convaincu qu'un autre service de police ou de gendarmerie, les choses ne seraient pas passées là. À la polémique médiatique du moment, voici comment le gouvernement et son Premier ministre Alain Juppé répondent. Nous aurions préféré prendre Kelkal vivant, ce qui aurait facilité l'enquête. Il a choisi la violence. Il en a payé le prix. Gardons-nous de cet étrange renversement de valeurs qui pousse certains à manifester plus d'égard à celui qui viole les lois qu'à celui qui les défend. Mais pour les terroristes, leur frère Khaled Kelkal est mort en martyr. Ils vont bientôt le venger. « 6 octobre 1995, Khaled Kelkal est enterré dans un cimetière de la banlieue lyonnaise. Au même moment à Paris,
une bombe explose à proximité du métro Maison-Blanche. L'attentat fait 3 blessés. Le lieu n'a pas été choisi par hasard, mais en référence au village où Khaled Kelkal a été abattu. Ce nouvel acte terroriste est revendiqué dans un bulletin clandestin du GIA. Khaled Kelkal est tombé en martyr pour que son sang soit une lumière pour tous ceux qui suivent le chemin du djihad. 11 jours plus tard, Paris est de nouveau frappé à la station RER Musée d'Orsay. Le bilan de ce 9e attentat est lourd, 29 blessés. La neutralisation de Khaled Kelkal n'a donc pas permis d'affaiblir le réseau terroriste, en tout cas pas pour l'instant. On s'est aperçu qu'au-dessus d'eux, il y avait des gens encore plus intéressants. On tire le fil de la pelote et on s'aperçoit que les contacts des personnes qui composent le groupe Kelkal, pour dire les choses simplement, avec la région parisienne, sont nombreux. C'est grâce à un numéro de téléphone retrouvé sur Khaled Kelkal que les policiers vont réussir à démanteler le réseau. Il s'agit des coordonnées d'un ami du jeune terroriste. Sa maison est mise sur écoute. Kelkal amène l'identification de son complice lyonnais qui, écouté, nous permet de nous rendre compte qu'un responsable, qui n'est pas identifié bien sûr à ce moment-là, appelle depuis des cabines téléphoniques de Paris. Ces appels proviennent tous de cabines téléphoniques situées dans le 16e arrondissement à Paris. Elles aussi sont mises sous surveillance. Les enquêteurs comprennent alors que c'est un certain Boualem Ben Saïd, un Algérien spécialement venu en France pour organiser la vague d'attentats, qui utilise les cabines pour passer tous ses ordres. C'est ainsi que le 31 octobre, les policiers vont intercepter une conversation déterminante. Boualem Ben Saïd appelle un de ses complices du nom de Belkacem, situé dans la banlieue lilloise, et la conversation porte sur des explosifs. C'était très dramatique parce que nous avions la certitude, grâce à une écoute téléphonique, exploitée en direct, de l'imminence d'un attentat. Voici les conseils que donne Boualem Ben Saïd à son interlocuteur. L'important, tu prends 2 fils et tu branches sur une lampe. Si ça s'allume bien comme un phare... Oui, il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Qui lui donnait les détails techniques qui démontraient que la bombe allait être posée dès le lendemain. Il devait y aller pour acheter des bonbons ronds. Et aujourd'hui, c'est le premier. Tout est fermé. Nous, on avait prévu de finir, mais le bon Dieu n'a pas voulu. Les terroristes n'avaient donc pas prévu que le jour de la Toussaint, il leur serait impossible d'acheter ce qu'ils appellent en mots codés des bonbons ronds, c'est-à-dire des clous. Les policiers se doivent d'intervenir vite. Ils procèdent immédiatement à une vague d'arrestations. Boualem Ben Saïd est arrêté devant son immeuble. Quelques heures plus tard, c'est au groupe lillois d'être interpellé. Et c'est ainsi que nous avons, un petit matin, déboulé dans un appartement où était en cours de préparation l'engin explosif. On avait affaire à des engins de confection artisanale. C'était bien sûr de la poudre noire, du chlorate de potassium. C'était les bricolos de l'horreur, comme prévu. Les policiers se félicitent d'avoir déjoué cet attentat qui devait frapper le marché très fréquenté de Ouazem, dans la banlieue lilloise. Seul bémol à ce coup de filet, les enquêteurs n'arrêteront jamais le chef du réseau GIA, Ali Touchent, l'homme qui avait recruté Khaled Kelkal. Du jour au lendemain, la campagne de terreur que subissait la France depuis 3 mois s'arrête. Durant 3 ans, le chef du réseau Ali Touchent demeure introuvable. En 1998, il réapparaît. Les militaires algériens annoncent qu'ils l'ont tué au cours d'une fusillade. Depuis, les 38 autres membres du réseau ont été condamnés par la justice française. Le chef opérationnel, Boualem Ben Saïd, a été reconnu coupable des attentats de Saint-Michel, de Maison-Blanche et d'Orsay. Sur ce dernier attentat, la participation de son second, Aït Ali Belkacem, a elle aussi été reconnue.
ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Parce que Khaled Kelkal a été abattu, son implication dans la campagne terroriste ne sera jamais vraiment établie, si ce n'est sa participation à l'attentat raté du TGV Lyon-Paris. Khaled Kelkal est mort avec ses secrets. Sa famille n'a jamais porté plainte contre la gendarmerie pour éclaircir les circonstances de la fusillade. Voilà pour cette enquête signée Sophie Le Gall, Mathieu Lair et Pascal Crampon. Ce soir, nous parlons bien sûr des premières victimes de cette folie meurtrière, c'est-à-dire les 10 personnes qui ont perdu la vie, leurs familles et les 200 blessés touchés par ces attentats. On en parle avec vous, Carmen Jacquet, je le rappelle, vous êtes l'une de ces victimes, de ces actes terroristes. Et puis Christophe Deloire, journaliste au Point, auteur des islamistes sont déjà là, chez Albin Michel. On va voir avec vous toute cette partie justement sur ce réseau Kelkal. Carmen Jacquet, vous avez souhaité assister aux 2 procès. Oui, oui, exactement. Souhaitez être présente. Oui, c'était un moment très important parce que c'était une possibilité pour nous, enfin pour moi en tant que victime, de rencontrer mes agresseurs, on va dire. Mettre un visage sur ceux qui vous avaient blessé. Oui, mettre un visage et venir leur dire, avoir un droit de réponse en fait, parce que c'est vrai que ce sont des terroristes, ils sont venus, ils ont mis une bombe dans un train, ils sont partis. C'est un acte très lâche en fait, ils n'ont pas vu les... Vous leur avez dit ? Je pense leur avoir dit, et je suis venue aussi leur dire mes souffrances. Et je suis aussi venue leur dire qu'il ne fallait pas inverser les choses. C'est-à-dire que pendant tout le procès, ils se sont portés en victimes du système juridique, du système policier, etc. On avait vraiment l'impression que c'était l'inverse, que nous, partie civile, nous étions les accusés. Et c'était important de venir leur dire ça aussi. Et eux ont eu des mots à votre égard ? Non, 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 pas de mots. Pas d'excuses, pas de pardon. Il n'y a ni de pardon, mais il y a eu beaucoup, enfin, pour nous en tant que victimes, on a ressenti beaucoup d'arrogance à notre égard en plus. Alors, mettre un visage sur les auteurs de ces attentats et également rencontrer d'autres victimes. Oui, c'est vrai que pendant le procès, en fait, il y avait un lien beaucoup plus fort parce que nous avons pu... par petits groupes, spontanément raconter nos histoires personnelles et ensuite se soutenir tout au long du procès parce que c'était très difficile d'arriver le matin au procès, on avait tous beaucoup d'angoisse et puis les uns craquaient après les autres, pas au même moment, donc il y avait une espèce de soutien collectif qui était nécessaire parce que nos nerfs lâchaient au fur et à mesure du procès et au fur et à mesure de l'attitude aussi des 2 accusés. En fait. Carmen Jacquet, est-ce que malgré ces aides psychologiques, malgré ces rencontres, aujourd'hui, on peut dire que vous pouvez avoir oublié, non? Non, je ne peux pas avoir oublié. De toute façon, on ne peut pas oublier ce drame. Et il faut apprendre à vivre avec parce que... et à l'accepter. Moi, au départ, j'ai refusé de l'accepter. Et très vite, j'ai été très mal dans ma vie personnelle, ma personnalité qui changeait. J'avais des mal avec dans les relations avec les autres. Et je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. J'avais 24 ans, j'avais la vie devant moi. Alors, on va en parler. Christophe Deloire, bonsoir. Bonsoir. Il y a une chose qui est sûre, on vient de parler du procès. Khaled Kelkal, on l'a vu dans notre enquête, n'était pas le coordinateur des attentats et de cette vague d'attentats. Il manquait un homme dans le box des accusés. Cet homme, c'est Ali Touchent. Qui était cet homme? Ali Touchent, c'était le coordinateur. Il écrivait sur son petit carnet les dépenses et les sommes d'argent que lui envoyait Rachid Ramda de Londres. C'est lui qui a présenté les Lillois aux Lyonnais, aux Parisiens. Et c'est un homme qui a filé entre les doigts, un peu comme l'eau, entre les doigts des enquêteurs à de multiples reprises. C'est donc un homme mystérieux, il était au centre, c'est lui qui louait les appartements, c'est lui qui avait loué l'appartement où Boulaïm Ben Saïd a été arrêté, mais lui s'est enfui. Alors il s'est enfui, il manquait, il n'était pas dans le box des accusés. En 95, il échappe donc effectivement aux arrestations. Beaucoup d'hommes ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Et pourtant, il était connu des services de police depuis 93. En fait, il avait été repéré en 93 au moment où il y a l'opération Chrysanthème, qui est une vaste vague d'arrestations. Lancée par Charles Pasqua pour justement dans les réseaux islamiques. À ce moment-là, son appartement est perquisitionné à l'Île-et-Roses, dans le Val-de-Marne, en banlieue sud, et les policiers trouvent des faux passeports, des faux papiers avec sa photo, mais lui a réussi à s'enfuir. Il y a une seconde opération où il a failli être arrêté, c'était en 95, avant les attentats, en mars 95, en Belgique, mais la veille de l'arrestation, il s'enfuit. Et puis, il revient en France et les attentats sont commis. Donc ces fuites, c'est le fait qu'il passe au travers des mailles du filet, ça alimente quand même un petit peu ce côté mystérieux de cet homme qui arrive toujours à échapper bizarrement, étrangement à la police. Alors en 2003, il y a un ancien haut officier de renseignement algérien, Mohamed Samraoui, qui a prétendu que Ali Touchent était en fait un homme des services secrets algériens, une espèce de taupe qui, pour les services secrets algériens, aurait organisé les attentats. Qu'on comprenne bien, les téléspectateurs comprennent bien, si effectivement les services secrets algériens avaient intérêt
intérêt à ce qu'il y ait une vague d'attentats en France. Pourquoi? Comment? C'était pour mobiliser la France dans la guerre civile algérienne et la mobiliser aux côtés du gouvernement algérien. Contre les mouvements islamistes. Alors, on ne peut pas du tout imaginer que les services secrets français laissaient faire des attentats s'ils savaient qui en étaient les auteurs. En revanche, il y a toujours eu des suspicions, même au sein des services secrets français, même si officiellement la DST récuse tout ça. Et un homme comme Ali Touchen aurait pu jouer effectivement ce double jeu. Ce qui aurait pu expliquer. Il y a plusieurs versions. Il y a la taupe où il y a simplement la source, parce que les services algériens ont annoncé dès février 1995 aux services français qu'il pouvait y avoir bientôt une campagne d'attentats. Et il leur fallait bien des sources dans le réseau. Peut-être que cette source, c'était Ali Touchen. Alors, 2 ans après, effectivement, les attentats, un mandat international est lancé contre, effectivement, Ali Touchen. Et puis, à ce moment-là, en février 1998, Jack Lang, qui est à l'époque le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, doit se rendre à Alger. Et la veille, les Algériens disent « En fait, on a tué Ali Touchen il y a 7 mois, 9 mois même, dans un hôtel à Alger lors d'une fusillade. Mais on a mis 9 mois à établir que c'était lui. C'est un peu étonnant, d'autant que la preuve que les Algériens vont donner aux Français, ce sont des empreintes digitales. Et pour recueillir des empreintes digitales, il ne faut certainement pas 9 mois. Il ne faut pas 9 mois. Et donc, on n'a jamais vu vraiment le visage d'Ali Touchen, comme quoi il n'y a aucune certitude aujourd'hui, ce qui laisse encore une fois le mystère autour de ce personnage. On a vu beaucoup d'émirs du GIA mourir. Enfin, leur mort était annoncée dans les journaux algériens, puis semble-t-il, ils ressuscitaient. C'était le cas notamment du supérieur d'Ali Touchen, Jamel Zitouni, qui est mort plusieurs fois et puis qui aurait finalement été tué par d'autres djihadistes en 1997. Alors Carmen Jacquet, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous vivez aujourd'hui, 10 ans après. Vous avez toujours ce sentiment de panique face au transport en commun. Est-ce que c'est encore réel ? Non, j'ai appris à le maîtriser. C'est-à-dire qu'il a fallu pour moi surmonter cette peur parce que je ne pouvais pas, comme la plupart des victimes, aller dans les transports parce que je cédais complètement à la panique. Et dès que le RER ou le métro s'arrêtait, c'était une angoisse permanente. Donc ça, je cédais, ça veut dire que c'est terminé aujourd'hui, cela c'est terminé aujourd'hui quand je suis dans une période où je vais bien, mais dès que je suis fatiguée, que j'ai du stress, etc., c'est des choses qui peuvent revenir en fait. Parce qu'on sait qu'effectivement d'autres victimes ont souhaité même déménager pour ne plus être confrontées au métro, au RER, c'est cela Tout à fait, oui. Il y a des personnes qui ont organisé leur vie complètement en dehors de Paris ou alors qui ont déménagé effectivement sur Paris pour ne plus prendre les transports en commun. Et c'est vrai que chacun fait avec les armes qu'il a et moi, j'ai souhaité en fait, poursuivre parce que ça fait peut-être aussi partie de mon caractère. Et c'est vrai que quand j'ai réussi au bout de peut-être 8 à 10 mois à reprendre les transports en commun de manière à peu près correcte, on va dire, j'ai eu un énorme sentiment de liberté. Et ça, et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que c'était ça dont les terroristes voulaient nous priver, c'était notre liberté. Et c'est aussi l'actualité qui parfois vous ramène, on va dire, à vos blessures. Les attentats de Madrid, bien évidemment, vous avez dû les ressentir. Les attentats de Madrid ont été terribles pour moi parce que, bon, déjà, c'était un petit peu les mêmes conditions. Ensuite, j'ai vraiment cédé à la panique, c'est-à-dire que pour la première fois depuis des années, je peux le dire, je n'ai pas voulu reprendre les transports. J'avais vraiment l'impression le matin, quand je partais, que je n'allais pas rentrer à la maison. Les signes que vous étiez tellement touché par ces attentats, c'est à cette époque-là où vous preniez le RER avec votre mari, mais dans des wagons différents. Oui, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on se retrouve tous les deux dans le même RER, carrément. Parce que je me suis dit, s'il arrive quelque chose, je ne voudrais pas que nous soyons tous les deux touchés. Vous passez encore à la station Saint-Michel, vous arrivez à passer à cet endroit-là? Oui, j'y passe tous les jours. Parce que je prends le RER pour mes déplacements. Et bon, c'est quelque chose que j'arrive aujourd'hui, mais grâce à une thérapie, enfin, ça a été des longs mois de travail et de souffrance aussi, parce que c'est s'exposer à ces peurs, à ces angoisses que d'aller à la station Saint-Michel. Et puis il y a toujours cette plaque. Et il y a cette plaque, symbolique. Oui, elle est là et c'est vrai que je la regarde, même quand je passe très furtivement parce que je ne m'arrête pas à Saint-Michel, parce que j'ai pas lieu de m'y arrêter, je la regarde très, très régulièrement et quand il y a une fleur, parfois il y a des fleurs, je me dis tiens, quelqu'un a pensé à nous et à eux, à toutes ces victimes qui ne sont plus là. Bah, c'est à eux aussi effectivement qu'on pensait ce soir
avec cette émission. Merci beaucoup Carmen Jacquet, merci Christophe Deloire. Je rappelle votre livre, Les islamistes sont déjà là, aux éditions Albin Michel. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Jean-Marie Goua, Grégoire Marcet, Erwan Lelouet, Serge Calfon était à la réalisation. Pour plus d'informations et pour débattre, m6.fr, rubrique secret d'actualité. Bonne soirée et belle semaine à vous. Au revoir. Secret d'actualité continue sur m6.fr.